bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Patricia Gurviaz, je suis la présidente actuelle de l'Institut du marketing social. Alors, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, nous avons l'objectif de rassembler les chercheurs, les praticiens, les décideurs publics et privés autour de cette notion de changement de comportement via, en général, le marketing social. Et nous avons une vocation non pas française, mais francophone. Nous aimerions fédérer toutes les communautés qui parlent le français dans le monde autour de cette belle idée, et d'où notre intérêt quand Fanny nous a contactés, parce que le Québec est vraiment un exemple pour nous en matière de marketing social et de plaidoyer. Donc c'est vraiment avec un grand plaisir que nous avons organisé ce séminaire avec elle. C'est quand même une des plus grandes spécialistes actuelles du plaidoyer, et je pense on va en apprendre beaucoup sur ce concept qui est, je dirais, complémentaire à l'approche du marketing social. Fanny travaille à la fois au Québec et en Afrique. Et l'Afrique, on sait aussi que c'est un grand terrain de jeu du marketing social. Alors, on a plutôt des exemples dans les pays anglophones, et on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça se développe aussi beaucoup dans les pays francophones. Donc, avant de céder la parole à Fanny, bon, ceci est le dernier webinaire que nous organisons, excusez-moi, en 2025, mais il y en a déjà quatre en préparation en 2026, qui devrait être une année riche en événements, puisque le 13 mars, nous organisons notre deuxième journée de recherche à Paris sur les changements de comportement. Et si vous les allez voir sur notre site ou la page LinkedIn, on peut encore envoyer des papiers. Et puis, big événement aussi au mois de juillet 2026, puisque l'IMS fait partie des organisateurs du European Social Marketing Conference du 6 au 8 juillet à Montpellier. Là encore, n'hésitez pas à envoyer des papiers. Bon, là, malheureusement, c'est en anglais. Et puis quand même, je vais citer la deuxième conférence de l'Association africaine de marketing social euh, qui aura lieu au Caire les 10 et 12 novembre 2026. Bon, mais celle-ci, elle est aussi en anglais. Alors, pour vous tenir au courant de toute cette actualité, ben, rejoignez-nous sur notre site, institutdumarketing-social.org, ou sur notre page LinkedIn. Et puis surtout, devenez membre pour contribuer à notre croissance. Donc, non seulement en France, mais dans notre communauté francophone. Voilà, Fanny, je te passe vite le relais. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Mais non, pas du tout. Donc, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Très bien. Absolument. Parfait, super. Alors, vous excuserez mon éclairage un peu nocturne, mais le soleil n'est pas encore levé ici au Québec. J'ai essayé de faire de mon mieux avec mon éclairage d'appoint. Euh, donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne vraiment, donc le plaidoyer, la communication d'influence. Peut-être que je peux commencer par vous dire quelques mots sur mon parcours. Alors, à la base, j'ai une formation de nutritionniste et j'ai fait une maîtrise en nutrition où je me suis spécialisée sur le marketing et l'étude des déterminants des comportements alimentaires des personnes. Donc, ça fait très longtemps là, que j'ai découvert le marketing social. C'est François Lagarde, que vous connaissez peut-être, qui m'avait enseigné à l'époque, puis qui est devenu un ami et un mentor depuis. Donc, et ensuite, j'ai travaillé à mes débuts dans un cabinet de relations publiques qui s'appelle National, qui est un très gros cabinet de relations publiques ici au Québec et qui engageait des nutritionnistes qui avaient des habiletés en communication pour aider les industries alimentaires à se positionner par rapport à l'alimentation. Puis, au bout de quelques années, ben, je sentais que j'avais besoin d'avoir plus de sens à mon travail. Alors, j'ai tout quitté pour être directrice de l'organisme Équilibre, qui travaille sur la question de l'image corporelle, de l'estime de soi chez les jeunes, chez les adultes, et sur la question de la relation à la nourriture. Et j'ai été 11 ans directrice. Puis, François, qui était maintenant VP à la Fondation Lucie et André Chagnon, est venu me chercher pour mettre sur pied
créé l'Observatoire des tout-petits, qui est, dans le fond, à l'Observatoire, c'est qu'on rassemblait les données les plus rigoureuses dont on disposait sur les enfants âgés de 0 à 5 ans et on les communiquait aux élus pour influencer l'adoption de politiques publiques. Alors, je dirais que le fil conducteur de ma carrière, ça a sans doute été la communication d'influence, puisque pour l'organisme Équilibre, j'ai eu à influencer des écoles pour implanter des programmes de sensibilisation à la diversité corporelle. J'ai eu à influencer des centres de santé pour implanter les programmes de l'organisme aussi. Et j'ai développé tout le volet campagne sociétale pour travailler sur la norme sociale. On a travaillé aussi à faire intégrer la dimension de l'image corporelle dans les plans d'action gouvernementaux parce qu'à l'époque, il n'était que question de la question. Il n'était que question de l'obésité. On oubliait complètement ce volet du problème. Et bien évidemment, à l'Observatoire des tout-petits, j'ai fait beaucoup de plaidoyer auprès des élus de l'Assemblée nationale, mais aussi auprès de décideurs de d'autres secteurs comme le secteur des affaires, secteur municipal, secteur de la santé également, communautaire. Donc, et en plus, j'ai trois jeunes adultes ados à la maison. Alors, je pratique mes habiletés de plaidoyer à tous les jours pour garder un minimum de contrôle sur la maisonnée. Alors, voilà. Donc, je vous partage mon PowerPoint sans plus tarder. Voilà, vous le voyez bien. Marie-Laure, tu me confirmes? Absolument, Fanny, on voit C'est très bien. bon? Oui, Parfait, super. OK, parfait. Alors, on part. Donc, ben moi, ce que j'aimerais à la fin du webinaire d'aujourd'hui, c'est que vous soyez convaincus que le plaidoyer, c'est un incontournable quand on s'intéresse au marketing social. Alors, je l'affiche tout de suite, là, c'est mon intention. Euh, donc, euh, dans le fond, je me suis déjà présentée. Au programme aujourd'hui, ben d'abord, faire un petit peu le tour de qu'est-ce que c'est le plaidoyer, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce qu'on retrouve dans une stratégie de plaidoyer, juste pour qu'on ait une base commune. Ensuite, j'aborderai la synergie et la complémentarité entre le plaidoyer et le marketing social. Et enfin, je vous donnerai quelques étapes qui pourront vous aider à développer vos compétences en plaidoyer et peut-être devenir encore plus convaincant lorsque vous souhaitez rallier les autres à vos idées. Alors, une petite question pour vous avant de débuter. Est-ce qu'à votre avis, vous faites du plaidoyer quelques fois par année, quelques fois par mois, quelques fois par semaine ou à tous les jours? Alors, pour répondre, vous pouvez simplement utiliser votre téléphone cellulaire et avec la fonction appareil photo, capter le code QR pour pouvoir répondre. Eh bien, c'est réparti. En tout cas, jusqu'à présent, on est combien là? On est 24. Oups. alors il y a peut-être des gens qui n'arrivent pas Ouais, c'est à ça, scanner le exact. QR code, qui n'ont pas Ben l'appli oui, pour... voilà. pas de souci. Alors, Alors, on je va suis s'arrêter désolée, ici. j'étais en train de répondre à Jacqueline Boissel qui n'avait pas reçu Oui, le mail moi de aussi, en fait. connexion. Je faisais les deux. Donc, donc, je n'ai pas pu répondre. Pas de souci, pas de souci. Alors, on voit qu'avec les personnes qui ont répondu, 40% nous disent quelques fois par mois, 30% quelques fois par semaine. Oh, euh, on a une personne ici, peut-être qu'il faudrait fermer le micro parce qu'on entend des bruits qui nuisent à l'écoute. Attendez, peut-être que je suis capable de... Non, je suis pas capable, moi, de Je vais fermer essayer le de fermer le micro. son. OK, parfait. Alors,
Donc, en fait, moi, je trouve toujours ça intéressant de poser. Alors, attends. Ah, Sinon, visiblement, c'est une personne qui s'appelle Isabelle Malanga-Osset. Donc, si elle nous entend, elle peut peut-être fermer son... Ah ben voilà, je crois qu'elle l'a fermé. parfait, oui. Alors, donc, euh, on disait quelques fois par mois, quelques fois par semaine, à tous les jours, 30% également. Donc, moi, souvent, quand je pose cette question-là, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai vraiment l'impression que les gens sous-estiment à quel point ils font déjà du plaidoyer beaucoup plus souvent qu'ils ne le pensent. Alors, je vais vous expliquer un peu mieux ce que c'est et à vous de juger par la suite, si c'est votre cas. Bon, là, il y a quelqu'un qui a écrit sur mon PowerPoint, donc je vais juste, je sais pas si je peux retirer ça. Est-ce que quelqu'un sait comment retirer la marque bleue? Parce que c'est pas sur le PowerPoint, c'est sur l'écran Ah oui, je sais pas du tout. du webinaire. Alors, Bon, c'est ben écoutez, c'est moi moi, qui je vais fais ça? continuer. Non? Ah, Je sais pas. peut-être. Je sais pas. Je, C'est pas je- moi qui ai le contrôle, en tout cas. Mais ouais, en tout cas, je vais vous laisser regarder, puis je vais continuer de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est le plaidoyer? Donc, d'abord, avant de plonger, deux outils que je vous invite à consulter vraiment après le webinaire si vous souhaitez en savoir davantage sur le plaidoyer. Alors, il y a le guide Plaidoyer pour la santé du REFIPS, donc qui est le réseau francophone international en promotion de la santé. Donc, un très beau guide. Et ce qui est intéressant, c'est que le guide vient avec toute une collection d'outils que vous pouvez télécharger, des grilles à compléter, etc. Donc, et même si vous ne faites pas du plaidoyer pour la santé, que vous en faites pour des questions d'environnement ou d'autres enjeux sociaux, ben, je vous dirais que c'est tout aussi pertinent parce que c'est les mêmes bonnes pratiques, c'est les mêmes outils qu'il faut utiliser. Et l'outil pourallier.com, qui est un site Internet auquel j'ai eu la chance de collaborer, François Lagarde également. Donc, un bel outil qui vous accompagne pas à pas sur le site Internet pour vous préparer à mener une démarche de plaidoyer. Alors, ça a été mes deux principales sources d'inspiration pour développer le contenu de ce webinaire et évidemment jumelé à mon expérience pratique. Alors, qu'est-ce que c'est le plaidoyer? C'est une action de communication qui vise à ce que des décideurs, et là, je vais amener une petite nuance ici, c'est pas nécessairement toujours des élus ou des dirigeants, ça peut être aussi des intervenants parce que sur certaines questions, ben, ça se peut que ce soit pas un gestionnaire qui a le pouvoir décisionnel, mais un intervenant, comme dans le cas de l'adoption de bonnes pratiques. Donc, c'est vraiment une action de communication qui va viser quelqu'un qui a un pouvoir décisionnel sur une question et on va exercer notre action de communication pour susciter une prise de décision qui va dans le sens qu'on souhaite. Ça pourrait être pour adopter des mesures, des politiques, des positions, des budgets ou des programmes. Et le plaidoyer peut aussi être appelé communication d'influence. Alors, ce que j'ai observé à travers mes accompagnements de différentes organisations, c'est que le terme plaidoyer semble être davantage utilisé en Afrique et en Europe, alors que le terme communication d'influence est davantage utilisé au Québec. Mais si vous voyez passer des outils qui utilisent l'un ou l'autre de ces deux termes-là, sachez qu'on parle de la même chose. Alors, il existe trois approches de plaidoyer. Le plaidoyer pour les personnes touchées par la problématique. Donc, par exemple, si on parlerait de la question du logement, ben, on pourrait faire un plaidoyer pour les personnes qui vivent dans des mauvaises conditions de logement. Le plaidoyer avec les personnes touchées par la problématique et le plaidoyer par les personnes touchées par la problématique. Et la plupart des initiatives de plaidoyer utilisent les trois approches, mais à différents moments. Généralement, on commence par un plaidoyer pour, et là, on essaie d'impliquer le plus possible des représentants
de la clientèle qu'on essaie d'aider. Donc, on essaie de migrer vers le plaidoyer avec. Et ultimement, ça se peut qu'à un moment donné, on tombe au plaidoyer parce que les intervenants, parfois, se font dire, on n'a plus de budget, tu dois travailler sur une autre priorité. Donc, c'est important, cette implication-là des personnes touchées par la problématique dans nos actions de plaidoyer. Et d'ailleurs, les démarches de plaidoyer les plus durables sont généralement celles qui sont réalisées par les personnes directement touchées par le problème à résoudre. Et cette approche, par contre, ça nécessite, comme vous pouvez l'imaginer, un renforcement des capacités de ces personnes-là en matière de plaidoyer, d'où l'importance de les impliquer avec nous. Et évidemment, ben, le jour où nous, on ne sera plus en mesure de s'impliquer autant, ben, on aura des porteurs de flambeaux pour poursuivre la démarche. Alors, qu'est-ce que ça peut inclure une stratégie de plaidoyer? Écoutez, ça peut être tout simple parce qu'on peut faire un plaidoyer pour aller convaincre notre collègue d'adhérer à notre idée. On peut faire un plaidoyer pour convaincre notre patron de nous laisser aller de l'avant avec un nouveau programme, une nouvelle initiative. Donc ça peut être tout simple en termes de stratégie de plaidoyer, préparer un bon argumentaire, aller rencontrer la personne à son bureau. Mais on peut également orchestrer des stratégies de plaidoyer à plus grande échelle et c'est là que ça devient intéressant dans les piger dans différentes approches de communication et d'influence. Alors moi, l'idée ici, c'est de vous montrer un peu le menu de ce qui est possible. Et évidemment, selon notre projet de plaidoyer, bien, on va prendre les approches qui sont les plus pertinentes dans le contexte. Alors, une stratégie de plaidoyer, ça peut inclure des actions de sensibilisation. Alors, lorsqu'on transmet de l'information pour susciter une prise de conscience de l'enjeu, évidemment, c'est pertinent quand l'enjeu est mal connu. Donc, c'est la première étape. Il faut commencer par faire reconnaître l'enjeu, autant par les personnes qu'on souhaite influencer que par les personnes qui influencent cette personne-là. Ensuite, une stratégie de plaidoyer pourrait inclure de l'éducation pour la santé. Alors, c'est quand on travaille sur la motivation, les aptitudes et la confiance des personnes en leur capacité à prendre une décision éclairée ou exercer un geste, comme vous le savez, là, comme on en parle en marketing social. Donc, des exemples de stratégies de plaidoyer où on a beaucoup utilisé l'éducation pour la santé, c'est toutes les campagnes qui touchaient l'environnement, là, le compostage, le recyclage, le tri des déchets, etc. Ensuite, ça peut inclure également des campagnes de relations publiques, alors pour favoriser soit l'acceptation de l'organisation ou de ce qu'elle met de l'avant. Donc, généralement, quand on parle d'organismes dans le secteur communautaire ou de la santé ou secteur social, bien, ce qu'ils vont essayer de mettre de l'avant, c'est davantage la cause, l'enjeu, la solution qu'ils proposent. Le lobbying, donc ça, c'est quand on va rencontrer des décideurs pour influencer l'adoption, la modification ou le blocage d'une législation. Et la mobilisation sociale, donc ça, c'est quand ceux qui sont affectés par le problème vont s'allier à ceux qui peuvent résoudre le problème et ensemble, ils vont mener des actions collectives de plaidoyer. Alors, l'utilité du plaidoyer, bien, obtenir plus de financement pour un projet, l'achat de ressources matérielles, l'ajout de ressources humaines ou de services, obtenir l'autorisation de mettre sur pied un nouveau projet ou une démarche, susciter la participation d'un partenaire dans un comité, une table de concertation ou un projet, changer une politique publique ou assurer sa mise en application, susciter la modification d'une loi ou d'une réglementation. Autrement dit, pour susciter toute décision qui pourrait mener à des changements. Alors, tout acteur de changement social bien, a évidemment avantage à développer des compétences en plaidoyer. D'ailleurs, le plaidoyer est de plus en plus reconnu comme une compétence clé à développer par de nombreuses organisations crédibles. Écoutez, la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, ça ne date pas d'hier. Dès 1986, on avait positionné le plaidoyer comme une compétence clé dans ce document-là. Cadre de référence sur les compétences pour la promotion de la santé qui a été développé par le Health Promotion Research Center du National University of Ireland. Ce cadre de référence-là reconnaît aussi l'importance de développer des compétences en plaidoyer. On vient tout juste au Canada
de voir sortir un nouveau cadre de référence amélioré sur les compétences essentielles en santé publique et les questions du plaidoyer. L'Organisation mondiale de la santé également a un cadre de référence qui insiste sur ces compétences-là. Et aux États-Unis, les Centers for Disease Control and Prevention ont également un cadre de référence pour les professionnels en santé publique qui mise, entre autres, sur le plaidoyer. Alors, plaidoyer et marketing social, quelle synergie et complémentarité? Bien, j'imagine que c'est une figure que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise souvent là, lorsque je donne mes cours à l'Université de Montréal en marketing social. Donc, cette figure qui nous rappelle qu'il y a une certaine proportion des gens qui vont adopter des comportements si on fait simplement de l'éducation. Par contre, qu'une proportion plus grande de personnes ont besoin qu'on les aide à réduire les barrières à l'adoption des comportements et c'est là que le marketing social entre en ligne de compte et qu'il y a un 16 des personnes environ qui n'adopteront jamais le comportement, sauf si on les y oblige. Donc, c'est là qu'il faut passer par de la réglementation. Alors, ce que je trouve intéressant en regardant cette figure-là, c'est que les compétences en plaidoyer sont utiles dans toutes ces situations-là. Parce que lorsqu'on fait de l'éducation, ben, on va avoir besoin de convaincre certaines personnes pour être capable de mettre en œuvre et de financer des programmes et des activités d'éducation. Par exemple, si on veut aller faire des activités d'éducation dans les écoles, ben, on va devoir convaincre le directeur d'école minimalement de nous laisser entrer dans l'école et peut-être certains professionnels dans l'école de collaborer à notre initiative. Lorsqu'on veut modifier des réglementations, évidemment, le plaidoyer a un rôle à jouer. Alors, on va influencer des élus ou des décideurs qui ont le pouvoir de faire adopter une loi, une réglementation. Et dans certains cas, ben, ça se peut même qu'on aille bloquer des réglementations si on pense qu'elles pourraient faire obstacle à l'adoption de certains comportements sains. Et enfin, en marketing social, ben, comment on peut financer et mettre en œuvre nos stratégies de produits, services, de places, de prix, de promotion sans convaincre personne. Hein, parce que pour mettre en place ces stratégies-là, ben, on aura besoin certainement de financement, mais on aura certainement besoin aussi de l'implication de différents acteurs. Et il se peut qu'on ait à rallier ces acteurs-là à notre projet, à notre vision. Au-delà de ça, ben, on peut faire du plaidoyer pour influencer l'adoption de politiques publiques. Donc, le plaidoyer peut favoriser la mise en place de conditions qui sont structurantes et la création d'environnements physiques et sociaux favorables à l'adoption de comportements sains. Donc, un exemple ici qui démontre un peu comment des politiques publiques différentes, qui sont cohérentes entre elles, peuvent ultimement amener un enfant à être actif physiquement et à se développer sur le plan moteur. Donc, premièrement, si on a une politique publique qui nous assure que dans les services éducatifs à l'enfance, comme on a ici au Québec, donc qui correspond, je pense, à vos crèches en France, bien, qu'on offre des activités physiques pour que l'enfant, dès le plus bas âge, puisse commencer à se développer sur le plan moteur, bien ça va contribuer éventuellement à avoir des enfants qui sont plus actifs physiquement. Si on a une politique de transport actif, entre autres qui favorise la mise en place de pistes cyclables, bien entendu, ça va favoriser également le transport actif au sein des familles et donc amener les enfants à être plus actifs. Le fait de favoriser l'accès à des soins de santé pour intervenir en cas de handicap ou de troubles du développement qui empêcherait aussi certains enfants peut-être d'être actifs physiquement, bien ça aussi, ça contribue ultimement à notre objectif. Le fait d'offrir du soutien aux parents pour les aider à mettre en place de saines habitudes de vie au sein des familles et d'inviter toute la famille, y compris les enfants, à pratiquer différentes activités physiques, bien ça aussi, c'est une politique publique qui contribue à rendre les enfants actifs physiquement. Et enfin, à l'échelle municipale, le fait d'avoir des quartiers propices à l'activité physique, comme des parcs, des lieux publics sécuritaires, des installations qui permettent aux tout petits, mais aussi aux plus grands
de pouvoir faire de l'activité physique, se développer sur le plan moteur, ben, tout ça aussi, c'est des politiques publiques qui favorisent la pratique d'activité physique chez les enfants. Donc, on pourrait faire le même exercice sur toutes sortes de thématiques, mais l'idée à retenir, c'est que le plaidoyer peut certainement être une compétence très, très utile pour quiconque veut influencer la mise en place de conditions structurantes. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce qu'on a des questions sur ce qu'on a vu jusqu'à présent? Parce que on va plonger maintenant dans comment élaborer une stratégie de plaidoyer. Écoute, ça va très bien. Je regarde dans le chat s'il y a des questions. Je n'en vois pas. Non? Puis est-ce que les gens ont accès comme aux icônes pouces en l'air? Oui, Oui? moi en tout cas, OK. tout à l'heure, je l'ai utilisé. Ah bah voilà. Regarde, il y en Ah, a qui arrivent. Je vois un pouce en OK, l'air. parfait. Donc, faites-moi donc un petit pouce en l'air là, parce que je suis insécure. J'aime ça voir les gens habituellement quand je donne des formations. Ça y est, on regarde, il y a plein de pouces qui arrivent. C'est bon, yay, parfait. C'est bon, c'est clair. Donc, personne n'est trop perturbé par mon accent québécois. C'est ce que je comprends. T'inquiète pas. Très bien. Alors, comment élaborer une stratégie de plaidoyer? Parce que là, j'espère bien qu'à cette étape-ci du webinaire, j'ai réussi, si vous n'étiez pas déjà convaincu de l'intérêt du plaidoyer, j'ai réussi à susciter à tout le moins votre curiosité à en savoir plus. Alors, la première étape, ben, c'est de préciser la personne qui est visée par l'action de plaidoyer et le résultat souhaité de cette démarche de plaidoyer. Alors, trois petites questions toutes simples, mais qu'il est essentiel de se poser. Qui a réellement le pouvoir de prendre la décision? Donc, ça, c'est important parce que trop souvent, on va mettre beaucoup, beaucoup d'énergie à convaincre des personnes qui finalement vont nous dire, ben écoute, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est pas moi qui ai le pouvoir décisionnel là-dessus. Donc, c'est ce qu'on veut éviter ici. Ensuite, à quoi voulez-vous que cette personne dise oui? Et là, il faut que ce soit très précis. Hein, un peu comme quand on fait un plan de marketing social, ben, le comportement qu'on souhaite voir notre sous-groupe de la population adopter, il faut que ce soit quelque chose de précis, d'observable, qu'on peut mesurer. Ben, c'est un peu la même chose ici. On veut que ce soit très précis et on veut également préciser qu'est-ce qui vient avec ce oui-là, à quoi la personne s'engage concrètement. Et c'est important d'être le plus précis possible parce que si c'est flou, ça peut devenir une raison pour nous dire non, parce que la personne va craindre de s'être mis le bras dans le tordeur, comme on dit ici au Québec. Je ne sais pas si c'est une expression française, mais bref, d'avoir l'impression d'avoir mis les doigts, puis finalement que on y est tous passés parce qu'on s'est engagé finalement à beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Alors, bien important de clarifier ça dès le début de notre démarche de plaidoyer. Et en passant, vous allez avoir accès au PowerPoint par la suite, là, donc pas besoin de prendre des notes de façon effrénée. Alors, je vous donne un exemple de cas sur lequel j'ai travaillé. Alors, lorsque j'étais directrice de l'Observatoire des tout-petits au Québec, on a travaillé sur un dossier qui visait à obtenir l'accès aux soins de santé gratuits pour les tout-petits migrants dont les parents sont en attente de la régularisation de leur statut d'immigration. Et les délais administratifs pour ça sont très longs ici, donc ça pénalisait vraiment beaucoup les enfants et leur santé. Alors, la personne qui avait le pouvoir de décider de ça à l'époque, c'était Mme McCann, qui était alors ministre de la Santé du Québec. À quoi on voulait qu'elle dise oui? Donner à tous les enfants des familles immigrantes un accès gratuit aux soins de santé, quel que soit leur statut d'immigration ou celui de leurs parents. Et qu'est-ce qu'elle devait faire concrètement? Puis là, on avait été valider ça avec des experts juridiques parce que à l'Observatoire des tout-petits, on n'avait pas nécessairement la compétence là, pour voir exactement ce qu'il fallait changer dans l'énoncé de loi. Alors, pour les enfants nés au Québec, les experts nous disaient qu'il fallait simplement revoir l'interprétation de la loi. Et pour les enfants nés hors Québec, il fallait modifier la loi. Un autre exemple, et là, vous allez voir, c'est à un autre niveau. Donc, dans le cas d'un projet où on souhaitait à l'Observatoire amener les municipalités à mettre en place des mesures qui favorisent le développement des tout-petits. Alors, on voulait avoir un partenariat avec Espace Muni, qui est l'organisme ici qui est responsable
de la certification Municipalité Amie des enfants et aussi Municipalité Amie des aînés. Alors, on s'est dit qu'un partenariat avec cette organisation-là pour rejoindre les municipalités, ben, serait vraiment gagnant parce que nous, on n'avait pas du tout de lien avec celle-ci. Alors, la personne à convaincre, c'était Isabelle Lisée, qui est toujours aujourd'hui directrice générale d'Espace Muni. À quoi elle devait dire oui? Un projet de partenariat avec l'Observatoire des tout-petits. Et qu'est-ce que ça engageait, ce partenariat-là? Ben voilà un peu la liste d'épiceries qu'on avait mis sur la table. Et finalement, ben, elle a dit oui à tout ça. Alors, on était bien contents. Nous aider à identifier des municipalités qui ont fait des bons coups pour les tout-petits et faciliter la mise en contact avec celles-ci parce qu'on souhaitait pouvoir faire des récits de bonnes pratiques dans nos outils de communication. Libérer du temps d'un membre de son équipe pour le co-développement d'une brochure de sensibilisation destinée aux acteurs municipaux. Distribuer la brochure dans le cadre de sa tournée auprès des municipalités après les élections municipales et nous permettre d'animer un atelier dans le cadre du colloque annuel d'Espace Muni. Donc, vous voyez, on est très précis sur ce à quoi la personne s'engage et ça, c'est très important parce que personne n'a envie de signer un chèque en blanc. On veut savoir à quoi on s'engage si on dit oui. Alors, ensuite, une fois qu'on a clarifié qui est la personne visée par notre démarche de plaidoyer, à quoi on veut qu'elle dise oui et qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse exactement, bien, on va faire ce petit pas de recul qu'on fait également en marketing social et qu'on fait en fait à chaque fois qu'on veut élaborer une stratégie, c'est-à-dire 3 petites étapes d'analyse pour nous aider à élaborer notre stratégie de plaidoyer. Alors, l'identification et la documentation du problème et de la solution qu'on souhaite proposer pour remédier au problème. L'analyse de notre public qui devient ici la personne qu'on veut convaincre et l'analyse du contexte. Alors, vous voyez, si vous vous intéressez au marketing social, là, vous êtes en terrain connu. Ce pas des concepts qui sont complètement nouveaux pour vous. Par contre, c'est peut-être la façon de les utiliser pour d'autres fins que faire du marketing social, mais plutôt pour aller influencer la prise de décision chez certains individus. Alors, on va commencer par l'identification et la documentation du problème et de la solution. Alors, cette première étape, donc, vous devez démontrer que votre problème que vous essayez de régler, il est documenté. Alors là, vous pouvez utiliser des données, des témoignages, des récits qu'il est reconnu par plusieurs. Ça, c'est important. On ne doit pas penser que le problème est seulement reconnu par vous. Donc, c'est important d'aller parler avec des gens de la communauté, parler avec les personnes touchées par le problème, mais aussi par des organismes qui fréquentent ces personnes-là, qui les aident pour pouvoir arriver avec, écoutez, ce problème-là fait consensus, on a parlé à telle organisation, tout le monde s'entend là-dessus. Ensuite, bien évidemment, il faut démontrer en quoi il est urgent, prioritaire de régler ce problème-là parce que toute personne qui a du pouvoir décisionnel a une pile haute comme ça de sollicitations sur son bureau. Alors, il faut que vous identifiez qu'est-ce qui va faire en sorte de créer le sentiment d'urgence pour que votre dossier passe sur le haut de la pile. Ensuite, votre solution que vous proposez, bien, vous allez devoir démontrer qu'elle est bien définie. Alors, encore une fois, personne ne veut signer un chèque en blanc. Vous devez être précis sur ce que vous proposez. Vous devez démontrer que ça a toutes les chances d'être efficace. Alors, évidemment, si c'est documenté, c'est le temps de le dire, si ça a déjà été évalué, ou encore s'il y a des ingrédients de succès dans l'initiative qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres contextes, c'est le temps de le mettre de l'avant. Démontrer également que c'est réaliste de mettre ça en place avec les ressources, le contexte du milieu et que c'est adapté au milieu, à la situation. Et enfin, vous devez démontrer votre légitimité et votre crédibilité. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, d'abord, démontrer pourquoi c'est vous qui faites cette proposition-là. Alors, démontrer votre expertise en lien avec la solution proposée, en lien avec l'enjeu, votre expérience, le lien avec votre mission et le mandat de votre organisation.
Et toujours dans une optique de démontrer votre légitimité, bien, vraiment faire la démonstration de à qui vous avez parlé, qui vous appuie dans votre démarche. Donc, des experts, des leaders dans le milieu, les bénéficiaires du changement souhaité. Et donc, souvent, ce que j'aime dire, c'est que pour rallier, il faut commencer par rallier. C'est-à-dire, on doit commencer par aller rallier des alliés, ce qui va accroître notre pouvoir d'influence lorsqu'on va rencontrer la personne décisionnelle. Et évidemment, ben, les principes de la communication d'influence ou du plaidoyer pourront être utilisés pour rallier ces alliés-là aussi. Donc, pour rallier des partenaires, ben, c'est les mêmes pratiques, les mêmes étapes. Alors, voyez ça déjà, ces étapes-là, ça vous aide à commencer à bâtir votre argumentaire pour être en mesure d'aller convaincre la personne d'adhérer à votre projet, à votre idée ou de prendre la décision que vous souhaitez. Deuxième étape, l'analyse du public. Alors ici, dans notre cas, en plaidoyer, bien, ça va être vraiment l'analyse d'un individu qui est la personne qui va prendre la décision. Donc, vous êtes déjà convaincu de ça, mais pour convaincre une personne, il faut nous mettre dans ses souliers, dans ses chaussures et réussir à positionner notre projet comme une solution qui pourra l'aider à atteindre ses propres objectifs. Donc, autrement dit, qu'est-ce que la personne a à gagner à dire oui et on procède? Donc, retirez vos chaussures de professionnels de la santé ou d'experts en marketing social ou d'experts en environnement et mettez les chaussures de la personne que vous souhaitez convaincre. Et en se mettant dans cette posture-là de bienveillance, il faut le dire, parce que l'idée, c'est de se dire, cette personne-là, légitimement, pourrait me dire oui et elle pourrait aussi légitimement me dire non. Donc, de réfléchir à ces raisons-là. Donc, le super pouvoir à développer pour augmenter son pouvoir d'influence, bien, vous l'aurez compris, c'est l'écoute. Hein? Alors, évidemment, si vous souhaitez rallier une personne, il faut commencer par s'intéresser à elle. On peut aller faire des recherches maintenant sur Internet. On peut trouver beaucoup d'informations sur le parcours professionnel d'une personne, sur des dossiers dans lesquels elle a été impliquée, sur ce qui est important pour elle. Mais vous pouvez aussi aller chercher cette information-là auprès de gens qui connaissent bien la personne ou même directement auprès d'elle-même en commençant par lui donner le temps de parole au début de la rencontre pour l'entendre sur ses préoccupations et adapter votre argumentaire en conséquence. Donc, une fois qu'on s'est mis dans les souliers de la personne à rallier, on doit répondre à ces trois questions-là et vous allez voir qu'il y a vraiment des similitudes avec l'analyse du public qu'on ferait dans un plan de marketing social. Alors ici, ben, c'est pas pourquoi elle adopterait, pourquoi les personnes ont déjà adopté le comportement, pourquoi elles n'adopteraient pas le comportement, mais plutôt pourquoi cette personne-là pourrait nous dire oui. Donc, on doit s'intéresser à qu'est-ce que c'est ses priorités à cette personne-là, quelles sont les priorités de son organisation, de son équipe, quelles sont ses valeurs, donc les valeurs de son organisation, mais peut-être des valeurs personnelles qu'on peut aller chercher en parlant avec des gens qui connaissent cette personne-là. Et quelles sont ses motivations, tant sur le plan professionnel que personnel. Ensuite, ben, il faut aussi faire l'exercice de se demander pourquoi elle pourrait nous dire non, parce que ça va nous aider à préparer notre argumentaire. Donc, elle pourrait évidemment nous dire non pour des raisons de capacité financière, parce qu'elle n'a pas le temps, parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'elle perçoit une tension avec ses propres valeurs ou les valeurs de son organisation. Et là, ce sera à vous de lui démontrer que ce n'est pas le cas. Et ça pourrait aussi être parce qu'elle juge qu'elle a d'autres priorités plus urgentes ou encore qu'elle perçoit des freins, des menaces, des risques à vous dire oui. Donc ça, c'est important de le savoir si on veut développer un argumentaire qui va être en mesure de rassurer la personne par rapport à ces éléments-là. Et enfin, qui peut influencer cette personne? Comment la rejoindre? Donc, qui l'inspire? Et là, on est en train d'aller chercher de l'information là, pour identifier des personnes qui pourraient peut-être l'influencer, peut-être même nous accompagner dans notre rencontre où on souhaite la convaincre. Et
là-dedans lesquelles vont être les plus faciles à convaincre et on commence par ces personnes-là parce que plus on avance dans le processus, plus on est capable de dire à la nouvelle personne qu'on veut convaincre qu'on a déjà telle personne qui nous appuie et plus notre pouvoir d'influence est important. Alors, si on sent qu'il y a des organisations ou des personnes qui vont être un petit peu plus difficiles à convaincre, on est mieux de les rencontrer une fois qu'on a déjà mobilisé une petite armée d'alliés. Et par quel média, événement, lieu on peut la rejoindre. Alors, un exemple appliqué, Madame McCann, pourquoi pourrait-elle nous dire oui? Donc, on s'est dit, ben, elle a déjà pris position sur l'accès aux services, alors c'est une question importante pour elle. Elle est travailleuse sociale de formation, alors théoriquement, elle devrait être sensible au sort des groupes vulnérables. Donc, on pourrait mettre en relief les conditions de vie difficiles de ces familles-là. C'était aussi un engagement électoral de son parti politique de mieux s'occuper des immigrants. Il y avait des liens à faire avec des dossiers prioritaires pour son parti politique comme l'éducation et la pénurie de main-d'œuvre. Et on avait au Québec un précédent dans le milieu de l'éducation, c'est-à-dire que tous ces enfants-là pouvaient aller à l'école gratuitement. Alors, on voulait dénoter un peu l'incohérence entre le fait de trouver important que les enfants soient éduqués, mais ne pas s'assurer qu'ils puissent être soignés lorsqu'ils sont malades. Et tout ça, ben, ça nous aide à démontrer le lien entre ce qu'on lui propose et ses priorités, valeurs et objectifs, ce qu'elle a à gagner à dire oui et ce qu'elle a à perdre à dire non. Ensuite, pourquoi elle pourrait nous dire non? Ben, parce que c'est difficile d'évaluer les coûts du changement, parce que l'accès aux soins de santé pose déjà problème pour les citoyens nés ici, parce qu'elle pourrait avoir l'impression que l'opinion publique ne réagira pas positivement. Évidemment, pour un élu, ben, c'est sécurisant. Et ces réponses-là, ben, ça va nous aider à élaborer notre argumentaire pour qu'on puisse la rassurer par rapport à ses préoccupations et tenir compte de ses contraintes. Donc, par exemple, ben, on a été mesuré dans un sondage populationnel et les citoyens étaient en faveur du changement. Alors, c'est évidemment une information qu'on a utilisée dans notre argumentaire. Qui peut l'influencer? Comment la rejoindre? Ben, on avait identifié que les acteurs ou actrices politiques, les professionnels, hôpitaux pour enfants, associations de pédiatres, ordres professionnels, les acteurs communautaires qui travaillent auprès de ces familles-là et les médias, directement et indirectement par leur action sur l'opinion publique, pouvaient tous influencer la décision de Mme McCann. Et c'est avec ce mapping de sources d'influence qu'on a pu élaborer notre stratégie de mobilisation d'alliés avant d'aller solliciter une rencontre avec Mme McCann pour la convaincre. Donc, évidemment, ce sont des informations précieuses pour choisir les canaux et les messagers de notre stratégie d'influence. Et maintenant, l'analyse du contexte. Donc, je pense que vous êtes familier avec comment on procède à une analyse de contexte interne et externe. Dans le cas que je vous présente, bien, ce qui jouait en notre faveur, c'était la présence de chartes et conventions signées par le Canada où on s'engage à favoriser l'accès aux soins de santé à tous. Le fait que la CAQ, donc le parti politique de Mme McCann, venait d'être nouvellement élu et cherchait des opportunités de se démarquer. La pénurie de main-d'œuvre, où on avait souvent des articles qui nous disaient qu'on avait besoin de la contribution des immigrants pour y faire face. Et le sondage populationnel qu'on a fait qui nous disait que la plupart des citoyens québécois étaient favorables à la solution. Ces informations-là, bien évidemment, on a regardé comment on pouvait les mettre en valeur dans notre argumentaire. Et qu'est-ce qui jouait en notre défaveur? Bien, le débat sur la laïcité qui avait lieu au Québec à ce moment-là, l'immigration illégale. Donc là, il a fallu prévoir, expliquer à la population et aux décideurs qu'on n'était pas en train de parler de ces personnes-là, mais bien de gens qui sont ici pour s'établir puis qui sont en attente de leur statut d'immigration. Des phénomènes de tourisme de naissance qui avaient suscité quelques articles dans les journaux aussi et qui pourraient inquiéter Mme McCann. Et dans notre sondage, ben, on avait mesuré que la plupart des citoyens québécois ignoraient le problème. Alors évidemment, quel élu va prioriser un problème qui est ignoré par les électeurs? Donc,
on a mené une campagne de sensibilisation pour amener l'opinion publique à être davantage sensibilisée au problème. Donc, évidemment, on devait se préparer à comment répondre à tout ça dans notre argumentaire. Ensuite, ben, s'assurer d'équilibrer son argumentaire en parlant à la fois à l'âme, à la tête, au cœur et au porte-monnaie de la personne. Donc, parler à l'âme, ben, c'est de réfléchir à quoi la personne rêve pour elle, pour son organisation, pour sa clientèle, pour le Québec. Et dans le cas de Mme McCann, ben, on lui a fait miroiter un Québec prospère, riche de citoyens en santé, la possibilité d'être la ministre et le gouvernement qui ont remédié au problème. Pour parler à la tête, ben, c'est vraiment d'identifier les arguments logiques auxquels elle pourrait être sensible, donner des exemples concrets qui démontrent que c'est possible. Alors, on lui a fait valoir que la majorité des citoyens et de nombreux acteurs influents clés souhaitaient ce changement. On lui a donné les exemples de l'Alberta et de certains pays européens qui avaient déjà apporté ce changement-là et que ça ne s'était pas traduit en déficit du budget de santé. Pour parler au cœur, ben, c'est vraiment là qu'on parle de l'humain, des conséquences de ne pas agir sur le plan humain. Les témoignages, les récits, c'est ce qui fonctionne pour parler au cœur. Alors, on lui a parlé d'exemples de cas rencontrés à la clinique de Médecins du Monde, entre autres une petite fille qui avait eu des infections urinaires non traitées à répétition et pour qui ça s'était développé en insuffisance rénale. Donc, des histoires comme ça pour démontrer à quel point ça peut avoir des conséquences nuisibles. Et on avait également une étude qui démontrait les conditions de vie très difficiles là, des migrants en statut précaire. Alors ça aussi, on l'a utilisé. Et enfin, quels sont les impacts financiers de ne pas agir? À quel point ce qu'on propose devient un investissement ou non une dépense? Donc, bien important d'aborder aussi le côté économique. Et pour Mme McCann, ben, on lui a fait miroiter le fait que la situation actuelle pourrait engendrer des complications médicales et des problèmes de santé qui vont être beaucoup plus coûteux pour le système de santé à plus long terme. Et on avait aussi une étude en Californie qui démontrait que de couvrir gratuitement les soins périnataux était un investissement et non une dépense là, par rapport à tout ce qu'on s'évitait plus tard comme problématique de santé. Et enfin, structurer les messages clés. Donc, une fois qu'on a bâti notre argumentaire, qu'il est bien équilibré, ben, c'est de le structurer tout simplement dans une suite logique pour qu'on puisse raconter notre histoire avec un fil conducteur. Donc, une structure que je vous propose, qui a fait ses preuves pour moi en tout cas. Donc, de répondre en une phrase ou deux à chacune de ces questions-là. Quel est l'enjeu, en quoi c'est urgent, prioritaire, documenté? Quelle est la solution, en quoi elle est efficace, simple et réaliste pour agir sur l'enjeu? Comment la solution proposée est attrayante et répond aux préoccupations, priorités de la personne à rallier? Et là, ça peut vraiment être deux messages parce que c'est ça qui est le plus convaincant. Qu'est-ce que vous demandez précisément? Et rappelez pourquoi vous êtes le meilleur pour mener ce projet, votre légitimité, votre crédibilité. Et ensuite, ben, on élabore le reste de la stratégie. Donc, comment on va rencontrer la personne, qui pourrait nous accompagner, qui pourrait être des agents multiplicateurs de nos messages, quel pourrait être notre plan B dans le cas où la personne nous dirait non. Donc, avoir un deuxième plan dans notre poche et assurer le suivi et entretenir la relation avec la personne, surtout si c'est une décision qui risque de s'échelonner sur plusieurs mois et évaluer la progression, documenter ses apprentissages et s'ajuster. Alors, juste pour vous donner la conclusion de cette mobilisation de partenaires sur l'accès aux soins de santé chez les tout-petits migrants. Alors, après notre tournée de mobilisation d'alliés et la constitution de ce que j'aime appeler notre petite armée d'alliés, voilà comment ça s'est passé. Donc, l'Observatoire a émis un communiqué de presse le lundi 8 avril de cette année-là. Et là, ce que vous voyez en orangé, c'est toutes les organisations qui ont émis des communiqués et en turquoise, c'est les organisations qui ont émis des lettres ouvertes pour réagir à notre communiqué. Alors, vous voyez que nos retombées médiatiques, grâce à la mobilisation d'alliés, se sont prolongées tout au long de la semaine avec des organisations extrêmement influentes et crédibles. Et ça s'est même poursuivi jusqu'au lundi suivant.
Alors, évidemment, ben, la multiplication des messagers a accru énormément notre pouvoir d'influence et c'est un dossier sur lequel l'équipe de l'Observatoire des tout-petits est très fière d'avoir pu contribuer parce que la loi a été changée finalement, mais évidemment, ça l'a pris, je pense que ça l'a pris 1 an et demi, 2 ans, là, le temps qu'il y ait un comité interministériel qui examine ça, qui fasse des consultations publiques auxquelles on a participé et que finalement la loi soit modifiée officiellement. Alors voilà, je m'arrête ici. Je prendrai bien vos questions, puis je vous invite après la formation, si vous le souhaitez, à réfléchir à, dans ce que je vous ai présenté, qu'est-ce que vous faites déjà de très bien que vous pourriez continuer à faire? Qu'est-ce que vous pourriez peut-être essayer ou commencer à faire, expérimenter? Et peut-être qu'il y a des éléments que vous vous dites, ah, ça, il faut vraiment que j'arrête de faire ça ne fonctionne pas. Donc, c'est la meilleure façon de continuer de s'améliorer. Alors, je retire mon partage d'écran pour vous voir. Ah, OK. Alors, merci beaucoup, Fanny. C'était passionnant. Je vois que nous avons Sylvain qui a levé la main et donc nous allons lui passer la parole. Oui, je vous écoute. Bonjour. 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 Sylvain Grossat, je suis ingénieur de formation et je suis coordinateur du diplôme d'ingénierie sociale à l'IRTES de La Réunion. Ça fait plaisir d'entendre des accents différents, en tout cas, et de très loin. Donc du coup, voilà. Moi, ma question, c'est justement, à un moment donné, vous parliez de la question des valeurs de la personne à qui on doit vers un plaidoyer. Est-ce que selon vous, c'est possible de convaincre quelqu'un qui est trop loin? Voilà, typiquement, quelqu'un qui aurait des idées beaucoup plus nationalistes, etc., là, sur votre dispositif. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre pour convaincre des personnes dont le système de valeurs semble très éloigné Hmm. de l'objectif auquel on sous-tend? Mhm. Ben, en fait, c'est certain que tout comme quand on fait du marketing social, il y a toujours un pourcentage de personnes qu'on réussira jamais à convaincre. Ceci dit, euh, si je pense par exemple à lorsque j'étais directrice de l'Observatoire des tout-petits, bien à un moment donné, on voulait mobiliser les acteurs municipaux. Mais les acteurs municipaux, si on les interpelle en leur disant, Hey, saviez-vous que vous pouvez faire des choses pour stimuler le développement des enfants? Bien, c'est pas qu'ils sont contre stimuler le développement des enfants. Personne n'est contre la tarte aux pommes. Mais dans leur perception de leur rôle, ce n'est pas leur rôle à eux. Ils vont dire les crèches vont s'en occuper, les parents vont s'en occuper. Moi, j'ai autre chose à faire comme acteur municipal. Donc, il a fallu qu'on adapte notre message pour tisser un pont entre ce qui les allume et ce que nous, on veut qu'ils fassent. Donc, en discutant avec des acteurs municipaux, ben, on s'est rendu compte que à quoi les acteurs municipaux pensent tout de suite quand ils se réveillent le matin avant d'aller travailler, c'est comment attirer les familles et retenir les familles. Alors, nous, on a présenté toutes les initiatives qui favorisent le développement des jeunes enfants comme des façons de favoriser la rétention et l'attraction des familles. Puis ça a été un peu le même exercice pour les acteurs du secteur des affaires qui, eux, encore une fois, c'est pas qu'ils sont contre le développement des enfants, mais ils n'ont pas l'impression que c'est dans le top de leur priorité, disons. Et en travaillant avec les chambres de commerce, des organismes qui connaissent vraiment bien, l'Ordre des conseillers en ressources humaines, tout ça, qui connaissent bien la réalité du secteur des affaires, bien, on a identifié que si on faisait le lien entre la mise en place de mesures de conciliation famille-travail qui sont favorables au développement des tout-petits et l'attraction et la rétention des employés, bien là, on avait leur attention. Alors, c'est ça l'exercice qu'il faut faire, c'est tisser un pont entre ce à quoi ils rêvent eux et ce que vous voulez qu'il se passe. Est-ce que ça Merci répond à beaucoup. votre question? Ouais, j'entends que c'est vraiment la question de la préoccupation qui pourrait corréler des acteurs qui fait sens et qu'il faut aller chercher. Donc c'est vraiment aller connaître son interlocuteur, quoi, qui est intéressant, quoi. Exactement, exactement. Puis, tu sais,
quand on parle de valeurs, ben c'est sûr que dans le secteur des affaires, il y a toutes les valeurs associées à la productivité, générer des revenus, etc., qui n'étaient pas nécessairement les valeurs très présentes à l'Observatoire des tout-petits, Je mais, comprends. mais dans le On a fond, en souvent cette faisant, réalité-là quand on est travailleur social. C'est pas notre c'est ça. première préoccupation, l'argent, mais on en a besoin. Mais dans le pitch, il faut démontrer que Ouais. si tu mets en place des mesures de conciliation travail-famille, ça aura un impact sur ta productivité puis la génération de revenus. Donc, voilà. Merci beaucoup et plus globalement, merci pour la présentation. Merci. Merci Fanny. Je vais reprendre une question qui nous a été posée par notre amie Jacqueline Boissel Oui. dans le chat donc pose la question suivante. Dans votre expérience, quelle dimension est la plus difficile à mobiliser lors d'un plaidoyer auprès des décideurs publics? Est-ce l'argument rationnel, émotionnel, économique ou sociétal? Et pourquoi? Lequel est le plus efficace? C'est ça la question? Quel est le plus difficile Ah, à le plus mobiliser? difficile. Oui. Euh, ben, en fait, qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est parce que, en fait, selon qui on est, puis là, on revient vraiment à l'être humain qu'on a devant nous, hein, parce que les décideurs, ils ont beau être députés ou même ministres, ça reste des êtres humains qui ont des familles, qui ont des neveux, des nièces, etc. Donc, pour moi, ça dépend de la personnalité de la personne. Puis la raison pour laquelle on vous invite à vraiment équilibrer votre argumentaire, c'est que si vous êtes une personne très, très rationnelle, vous allez avoir naturellement plein d'idées pour sortir des arguments rationnels. Puis là, souvent, ce qui vient avec rationnel, c'est économique. Donc, souvent, vous allez avoir comme un côté du tableau où vous êtes super fort dans votre argumentaire, puis l'autre côté qui manque un peu d'éléments. Donc, mais vous ne savez pas, la personne que vous allez rencontrer, là, peut-être qu'elle va être plus sensible aux arguments qui parlent au cœur ou qui parlent à l'âme. Donc, c'est important de s'assurer d'aller dans les quatre sphères pour ne pas avoir tout misé sur, par exemple, des arguments logiques, alors que dans le fond, ce qui aurait fait la différence pour la personne, c'est si on avait réussi à la toucher au niveau de son cœur. Donc, je dirais que pour moi, ben, personnellement, ce qui me demande le plus d'efforts, c'est les arguments économiques, parce que c'est sûr, ayant fait carrière pendant quelques années dans le secteur social, communautaire, de la santé, vous comprendrez que c'est pas ma motivation numéro un, là, la question des sous, mais j'ai bien compris en travaillant auprès des élus qu'il faut aborder ça. Et même lorsque je travaillais sur un dossier où on voulait les amener euh, à comprendre qu'on pouvait prévenir la maltraitance chez les enfants en investissant pour offrir aux familles des conditions de vie plus adéquates. Ben, il a fallu que je parle des arguments économiques, alors que, tu sais, pour moi, c'était vraiment pas naturel de parler de sous quand on est en train de parler de maltraitance d'enfants, mais on a développé une brochure, puis ça s'appelait Les coûts de la maltraitance au Québec. Puis il y avait des études qui avaient été faites qui démontraient à quel point le fait qu'un enfant subisse de la maltraitance, ça amène à des parcours de vie qui génèrent plein de coûts pour l'État. Donc, il faut aller là où on n'est pas Mm. confortable parce que pour convaincre, ben, ça se peut que la personne à qui on parle, ce soit à ça qu'elle accorde de l'importance. Est-ce que Merci. ça J'aime répond bien à la cette. question? En tout cas, moi, je retiens là ce conseil d'aller là où on n'est pas confortable parce que c'est là où on sera peut-être le moins persuasif, le moins convaincant. Et donc, bon, bah oui, c'est la sagesse que de travailler le plus justement ces aspects-là. Tu as tout à fait raison. Jacqueline nous dit merci beaucoup. Donc, je pense qu'effectivement, ta réponse a été impactante. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, N'hésitez pas. Marie-Christine. Ah, pardon. Merci déjà pour cette présentation très claire et très intéressante. Alors moi, j'avais une question sur l'exemple que vous avez donné. D'après ce que je comprends, donc vous avez fait en quelque sorte un plan de communication sur la semaine avec des communiqués de presse réguliers. Et je m'interrogeais sur le choix de la semaine. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle cette semaine-là d'avril a été choisie? Et autre question, est-ce que vous avez contacté directement Madame McCain ou est-ce que quelqu'un d'autre l'a fait, un autre organisme ou une autre association? Oui, OK.
Ben peut-être, je vais commencer par la deuxième question. Donc, oui, nous, on a, en fait, à l'Observatoire des tout-petits, notre façon de travailler, c'était que dans le mois avant la sortie d'un de nos rapports, on faisait ce qu'on appelait la tournée de mobilisation. Donc, on rencontrait plein de partenaires pour justement orchestrer cette séquence de communication puis occuper plus d'espace dans l'espace public, mais aussi, on sollicitait des rencontres pour la fin du mois avec les porte-paroles en matière, ben, en fait, les porte-paroles pertinents. Donc, dans le cas du dossier avec Mme McCann, ben, on a parlé à tous les porte-paroles en matière de santé, d'immigration et de famille de chacun des partis politiques, parce que pour nous, c'était très important qu'on ne soit pas perçu comme étant politique et qu'on se parle seulement aux partis au pouvoir, mais aussi parce que stratégiquement, quand on parle aux partis de l'opposition, souvent, c'est les partis de l'opposition qui amènent nos dossiers à l'Assemblée nationale dans les échanges parce qu'ils veulent coincer le parti au pouvoir sur le problème. Donc, pour nous, ça a toujours été très payant, en fait, de parler aux partis de l'opposition qui ne sont pas au pouvoir aussi. Donc, oui, on a sollicité des rencontres avec tous ces gens-là en écrivant à leur cabinet, puis ils nous ont octroyé un moment. Puis je vous dirais que d'offrir, de rencontrer des élus avant une sortie publique, en leur annonçant qu'il y aura une sortie publique avec plusieurs partenaires impliqués, ça amène un assez bon taux de réponse positive pour les rencontrer parce que ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir l'air fou s'ils se font coller un micro sous le nez. Donc, ils veulent se préparer. Alors que si on leur propose de les rencontrer après la sortie publique, on l'a déjà testé, puis ça fonctionne vraiment moins bien, là. Les gens ne font pas autant de place dans leur agenda pour nous. Donc, puis il y a d'autres partenaires qui ont été rencontrés également, Madame McCann. Donc, au niveau des relations gouvernementales, ben, l'idée, c'est, j'avais une collègue qui disait, c'est d'être un peu comme des mouches fatigantes autour de l'élu. Donc, tu sais que, encore un autre qui me parle de ça, encore un autre qui me parle de ça. Puis là, à un moment donné, l'élu dit, ben, je ne peux pas vraiment ignorer ce problème-là. Là, on dirait que tout le monde s'entend là-dessus. Donc, la première question, c'était quoi déjà? C'était pour la C'était séquence. la semaine, est-ce qu'il y avait Ah un... oui, le Voilà. choix de la semaine. Oui. Bien, ça, il y a eu une très drôle anecdote. Donc, la leçon à tirer, c'est que il faut toujours analyser, faire une analyse du contexte, puis s'assurer qu'on choisit le bon moment pour Oui. sortir. Donc, nous, au début, on était prêts à sortir à l'automne. Mais à l'automne, c'était la période des élections provinciales. Et là, ce qu'on s'était fait dire, c'est que la question des immigrants, ça divise trop la population. Puis ce qui risquait de se produire, c'est qu'un parti politique, disons, qui aurait choisi de nous prendre un peu sous leur aile puis de nous appuyer, ben là, il se serait exposé à des attaques des autres partis politiques qui savent qu'il y a des gens qui ont toutes sortes de préjugés envers les immigrants, etc. Fait que là, ils ont dit, vous ne voulez pas vous retrouver comme dans une guerre entre deux partis politiques. Alors, on a repoussé notre sortie. On s'est dit, on va sortir à l'hiver, une fois que le parti politique aura été élu, le temps qu'il s'installe, etc. Donc, on sortira en hiver. Mais là, en hiver, on est tombé dans un gros débat au Québec sur la laïcité dans les lieux publics, là, dans les écoles et les hôpitaux, les centres de santé. Et là, ça fait ressortir tout ce qu'il y avait de moins beau en termes de préjugés envers l'immigration, plein de fausses croyances, tout ça. Donc là, on s'est dit, OK, non, là, on a un vent de face, là, je veux dire, on va passer les entrevues médiatiques à juste réfuter de fausses allégations, on ne passera pas nos messages. Donc, on a reporté encore une fois et c'est pour ça que ça s'est fait au printemps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, moi, c'est moins une question qu'une remarque. Je trouve que Euh, merci pour le côté pragmatique, parce que tu sais comment on est en France, nous on aime bien les débats et tout, et je me rends compte qu'on est parfois pas assez pragmatique et que toi, tu es allé vraiment sur des choses très concrètes, et je pense que ta présentation fait bien une synthèse entre le marketing social, la communication sociale, mais aussi l'impact collectif, hein, ce grand mouvement américain de l'impact collectif et que tu as bien montré comment il fallait qu'on arrive à faire coïncider tout ça. Et à titre perso, avec Sylvie Auboiron, on s'occupe en ce moment d'une asso qui va pas très bien parce que il y a des gros problèmes de financement qui ont été coupés un peu
brutalement, voire arbitrairement, à la fois par les pouvoirs publics, les privés. Et je pense que ce que tu nous dis va nous aider dans nos actions de communication vis-à-vis des décideurs qui pourraient nous permettre de ne pas mettre la clé sous la porte. Donc, merci beaucoup. Voilà, c'était pas une question, mais c'était Hmm, encore une fois plein de merci. remerciements. Ouais, je Merci rejoins beaucoup. complètement Patricia. Moi, je souligne bah, le professionnalisme, la façon d'aborder cette question-là avec autant, j'allais dire, de méthode, de professionnalisme. C'est vraiment un gage, je pense, effectivement, d'efficacité, hein. Je retrouve un peu les méthodes de vente persuasive qu'on peut apprendre dans certaines entreprises, etc. Mais conjuguées avec bah, la noblesse de la cause et puis une démarche de marketing social. Et je crois que ça nous incite tous à effectivement à prendre cet aspect-là, je vais dire plus sérieusement, en fait, qu'on ne le fait peut-être, comme tu disais, Patricia, parce que c'est vital. Et voilà, faut le travailler sérieusement aussi parce que les enjeux sont très importants. Je crois on va remercier Fanny. Voilà, lui laisser prendre son petit déjeuner maintenant. Bonne idée. Oui, Un ben grand merci merci. beaucoup hein, pour votre présence, tout le monde. C'est euh, c'est certain que, bon, au webinaire, on n'a pas autant le contact que si on est en présence avec les gens, mais j'apprécie beaucoup qu'il y ait eu des questions. Puis, je vous remercie pour votre présence. Ça m'a fait très plaisir, en fait, de vous partager mon expérience.